à tous, bienvenue sur la chaîne de Bioki Community. Aujourd'hui, on accueille Séverine Barbier, qui est praticienne et fondatrice de l'hypnose transpersonnelle. Bonjour Séverine. Bonjour Noémie. Alors, peux-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Séverine Barbier, j'ai 41 ans et je fais essentiellement de l'hypnose transpersonnelle. Je suis praticienne et formatrice en hypnose transpersonnelle. Je fais également de la myosthésie. Je m'intéresse, on en reparlera peut-être justement, à tout plein d'autres approches d'une manière générale qui concernent la psychologie et les états élargis de conscience. Voilà, c'est vraiment ma grande passion. Et de plus en plus, je m'intéresse également au vivant, c'est-à-dire replanter des arbres, la lien entre conscience et nature. Voilà. Génial. Alors, est-ce que tu peux un petit peu, on fera les choses une à la fois, est-ce que tu peux déjà nous parler donc de ta pratique de l'hypnose transpersonnelle? Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui t'a amené à créer cet outil? Alors, l'hypnose transpersonnelle, donc c'est de l'hypnose, mais c'est une hypnose où on part en hypnose très profonde, avec pour objectif d'aller voir où se situent certains blocages qui ne se situent pas forcément, qui ne trouvent pas forcément leur origine dans cette vie présente. Et on se rend compte parfois que certains blocages que l'on porte, certains freins, ne viennent pas d'ici, mais deviennent d'autres vies, ou parfois sont en lien avec des défunts qui sont liés à nos corps subtils. Et c'est vrai que l'hypnose transpersonnelle, ça va permettre ça. Ça va permettre éventuellement soit d'explorer, alors notre vie actuelle, bien sûr, avec des régressions si la personne, son problème vient de cette vie, mais si ça ne vient pas de cette vie, ça va nous permettre d'explorer des autres vies, des autres dimensions, d'autres planètes parfois même. Et puis, en plus de ça, on peut échanger avec des défunts, s'il y a des défunts qui sont en présence. Et puis, j'aime bien garder dans un deuxième temps de la séance un temps où on va échanger soit avec un guide spirituel, soit avec notre conscience supérieure. Donc, pour moi, la conscience supérieure, c'est vraiment cette grande sagesse qui nous lie à la vie, à cette grande intelligence de l'univers. Et cette sagesse profonde que l'on a, on peut échanger avec elle pour justement mieux comprendre, par exemple, la raison pour laquelle on a été explorer une vie et pas une autre, parce qu'il y a toujours une raison bien précise pour laquelle, d'un seul coup, on reconnecte à une vie, et c'est bien d'aller faire le lien entre la vie explorée et notre vie présente. Et puis, c'est là, puisqu'il y a un entretien avant une séance, donc c'est là où on va pouvoir justement développer, pousser notre questionnement avec la conscience supérieure, parce que souvent la personne, elle vient avec toute une palette de questions qui concernent un peu toutes les facettes de sa vie, et on va pouvoir du coup poser des questions aussi bien sur la vie pro, sur la vie perso, sur tout un tas de domaines qui préoccupent nos consultants en fait. Ok. Et pour chaque question, on a une réponse qui est claire ou c'est plutôt énigmatique? Comment ça se passe un peu? Alors oui et non. Non, c'est pas toujours clair, mais pour plusieurs raisons. Non, parce que des fois, la personne n'arrive pas à jouer le jeu. C'est vrai que les gens en hypnose pensent que des fois, ils vont perdre connaissance. Alors pas du tout, ils sont toujours présents. Et s'ils sont toujours présents, leur mental aussi. Et ça, c'est à eux d'arriver justement à le mettre de côté pour pouvoir obtenir des réponses claires. Donc ça, c'est la première chose. C'est vraiment d'arriver à bien mettre son mental de côté pour pouvoir capter cette conscience supérieure. Et puis après, c'est au praticien de poser aussi les bonnes questions. Et puis, non, parfois aussi parce que des fois, la conscience supérieure ne veut pas répondre. Pour tout un tas de raisons qu'on va creuser justement, mais soit parce que la personne aura la réponse plus tard, soit parce que ça fait partie de son cheminement, soit parce qu'elle ne veut pas lui donner la réponse pour des questions un petit peu de dire on n'a pas envie de modifier ce chemin de vie, tu le découvriras par toi-même, ou ça fait partie des épreuves de la vie, de ton expérience, etc., etc. Donc voilà, c'est assez rare. Hein. Généralement, la conscience supérieure, elle est quand même toujours plutôt aidante. Elle essaye toujours d'apporter du soutien à nos consultants. Mais ça arrive que des fois, non. Voilà. Mais sinon, oui, quand elle répond, alors elle répond d'une manière claire, mais souvent un peu aérienne, puisqu'on est plutôt sur les plans célestes. Et moi, j'aime bien, du coup, à chaque fois, et c'est ce que j'invite mes stagiaires à faire, c'est dire poser des questions terrestres, c'est-à-dire ramener ça dans la matière, dans le concret, avec oui, ok, et concrètement, ce conseil-là, comment on le met en place? Parce que c'est vrai que quand la conscience supérieure, elle nous dit, elle a juste à lâcher prise. Oui, ok, d'accord, mais c'est quoi lâcher prise? Parce que lâcher prise pour moi, c'est peut-être pas la même chose que lâcher prise pour toi, quoi. Donc voilà, il y a tout un tas de palettes aussi pour la conscience supérieure de répondre. Ok, super, merci. Et comment tu en es venue à créer justement cet outil d'hypnose transpersonnelle?
J'aime à dire souvent que cette approche, j'appelle ça une approche, s'est créée toute seule, dans le sens où moi, j'ai été formée à plusieurs types d'hypnose spirituelle et je trouvais qu'il me manquait toujours quelque chose. Alors, ce qui était vrai, hein, il manquait soit l'hypnose, soit la libération des défunts, soit voilà, tout un tas de choses et de techniques à laquelle je me formais à chaque fois. Et puis un jour, j'ai découvert la maïeusthésie, qui est du coup une deuxième approche avec laquelle j'accompagne les personnes qui viennent me voir. Et en fait, la maïeusthésie, le cœur de la maïeusthésie, c'est l'écoute thérapeutique. C'est vraiment de la connexion de cœur à cœur avec les êtres. C'est vraiment différencier ce qu'ils ont pu dire ou faire de finalement l'être qu'ils sont véritablement, qui par nature est inestimable en fait, et hors champ des valeurs et du coup peut être honoré en tant que tel. Et cette connexion de cœur à cœur avec tous les êtres, en plus de me réconcilier avec le genre humain, c'est que quand j'ai vraiment compris comment ça fonctionnait, je ne pouvais plus fonctionner autrement, aussi bien dans ma vie, mais que dans mon approche professionnelle. Et du coup, ça s'est naturellement lié à ma façon de pratiquer mon hypnose spirituelle. Et j'ai senti que quelque chose de différent émergeait, l'hypnose transpersonnelle. Et quand, vu que je diffuse mes séances sur YouTube, hein, sur ma chaîne YouTube, quand les gens ont commencé à écouter cette façon d'être et de faire dans ces séances, j'ai eu de plus en plus d'appels justement qui me disaient mais est-ce que tu formes, on sent bien que c'est un peu différent ce que tu proposes. Et c'est là où je me suis dit bah ok, je propose ça parce que de toute façon, il y avait quelque chose d'un peu frustrant. Je sentais qu'il y avait des choses pas très complètes sur le marché au niveau des hypnoses spirituelles. Et vraiment, comme l'hypnose transpersonnelle est née d'elle-même, je me suis dit, bah, ok, on propose ça. Et c'est vrai que souvent, les gens, quand ils découvrent l'hypnose transpersonnelle, me disent, ah ouais, déjà, elle est très complète, cette formation. Mais en plus, cette connexion de cœur à cœur, c'est ce qui fait toute la différence avec les autres approches, quoi. Ok. Et comment tu fais du coup pour rentrer comme ça au cœur à cœur? C'est une technique bien particulière dans un état d'hypnose ou alors c'est par un soin énergétique ou comment ça se passe? Non, c'est vraiment une façon d'être, en fait, une façon d'être à l'autre, dans la façon de l'accueillir, d'accueillir l'être, mais d'accueillir également ses ressentis, la dimension de ses ressentis. Et cette façon d'être à l'autre, en fait, aussi bien dans la réjouissance, c'est-à-dire dans cette posture où on est content de voir les êtres arriver, dans cette posture de réjouissance où on accueille les êtres et oui, leur trauma. En même temps, on ne va pas se concentrer du coup forcément sur le trauma, ce qui pourrait être re-traumatisant pour nos consultants aujourd'hui. On va se concentrer sur les êtres véritablement. Et ça, si on réfléchit bien, en fait, c'est ce qu'on a besoin, humainement parlant. Ce que l'on a besoin, c'est d'être vu, d'être entendu, d'être reconnu. On sait très bien que n'importe quelle thérapie ne changera pas la face du monde, en fait. On a été traumatisé, on a vécu ci, on a vécu ça. Par contre, on a besoin d'être véritablement vu et entendu, et en tant qu'être, mais également dans le ressenti de ce que l'on a vécu, en fait. Et voilà. Et ça, c'est vrai que c'est une approche à laquelle je forme, du coup, mes stagiaires pour qu'ils puissent justement apprendre à accueillir tous les êtres, aussi bien dans leur vie privée que dans leur vie professionnelle. Et ça change tout. De savoir faire ça, d'apprendre à faire ça change tout. Et j'ai même souvent tendance à dire, mais cette approche-là, elle devrait être inculquée en maternelle, quoi. Et si j'avais et le temps et une affinité avec les enfants, avec ce travail-là, avec le travail des enfants en bas âge, je pense que je m'y intéresserais vraiment. Ah, peut-être que dans tes stagiaires, il y en aura peut-être un qui aura envie Oui, d'approfondir à ce niveau-là, ce serait génial. D'accord. Et pourquoi le mot transpersonnel? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? ben, de fait, c'est vrai que quand on a commencé à me dire, mais est-ce que tu formes, etc., bon, bah oui, j'avais une façon de faire, j'avais un savoir-être, ça c'est clair, et un savoir-faire aussi. Et il fallait bien donner un nom à cette approche. Et en réfléchissant à ce qu'était réellement ce type d'hypnose, je me suis aperçue que c'était du transpersonnel. Ça veut dire transpersonnel, ça veut dire au-delà de soi, mais le soi, le petit moi, c'est-à-dire le moi, la personnalité, l'ego. Et en fait, les êtres que l'on va accueillir, les histoires et les êtres que l'on va accueillir, c'est vraiment au-delà de notre personnalité. Je veux dire, moi, je suis là avec toi, c'est Séverine, mais Séverine à 4 ans, c'est déjà plus Séverine aujourd'hui, en fait. C'est plus Séverine à 41 ans. Et clairement, Séverine, l'âme de Séverine dans une autre vie, c'est encore moins Séverine. Et je me suis aperçue qu'on ne faisait que ça, en fait. On ne faisait que du transpersonnel, soit en faisant, parce que c'est vrai que l'hypnose transpersonnelle est très complète, donc on peut faire de l'enfant intérieur, on peut faire du transgénérationnel, on peut faire de l'exploration d'autres vies, etc. On peut aller communiquer avec des défunts, avec une conscience supérieure, avec des guides spirituels. Et en fait, toute cette palette-là, bah, c'est pas moi. C'est pas le petit moi Séverine. Et c'est pour ça que d'un seul coup, je me suis dit, bah oui, c'est du transpersonnel. C'est vraiment une hypnose transpersonnelle. C'était le nom le plus large qui puisse exister, on va dire, pour dénommer tout ce que l'on pouvait accueillir. Ah, génial. Ok, super. Oui, comme ça, c'est plus clair pour les personnes qui te suivent. Effectivement, oui, ça correspond totalement à ce que tu fais.
Euh, Combien de temps ça dure, une séance d'hypnose transpersonnelle? Alors ça, c'est long, ça peut surprendre à chaque fois, mais ça dure entre 3 et 4 heures. Et en même temps, ça passe extrêmement vite, que ce soit d'ailleurs pour le consultant ou le praticien. Alors, consultant, c'est sûr, parce que lui, à un moment, il est en transe. Et en fait, en transe, il n'y a plus de notion d'espace, il n'y a plus de notion de temps. Et 2 heures passent pour 20 minutes. Donc, souvent, ils sont même un peu surpris quand je les réassocie à leur corps physique, parce que je leur donne l'heure et là, ils sont en mode, hein, quoi, il est cette heure-là. Mais en fait, même pour nous, en tant que consultants, ça passe vite parce que bah déjà, c'est passionnant. Je veux dire, c'est jamais les mêmes personnes, donc jamais les mêmes histoires. Donc même pendant l'entretien, euh, on est en présence véritablement de cœur à cœur, comme je le disais, et en présence avec notre consultant. Et puis de toute façon, une fois qu'on a mis la personne en transe, on est toujours en présence, ça c'est sûr, et toujours en connexion de cœur à cœur. Et en plus, on est aussi d'une certaine façon, comment dire, immergé dans l'histoire qui émerge à la conscience du consultant, dans ce qu'il vit, aussi bien que ce soit dans une exploration de vie, que ce soit dans une communication ou un échange avec un guide spirituel ou la conscience supérieure. Donc, ça passe très vite. J'ai remarqué que même le consultant nous-mêmes, à force, en fait, on est tellement en présence qu'on rentre en transe aussi. Et c'est ça qui est passionnant, en fait. Ouais, c'est génial. J'ai fait l'expérience justement avec une de tes élèves et effectivement, on ne se rend pas compte du temps, hein. Ça a C'est ça. duré, je pense, 3 heures et j'ai eu l'impression que c'était peut-être 30 minutes, quoi. Donc, C'est ça, c'est souvent une ce ex- qu'on me dit. ouais, franchement, c'est une expérience à faire. Et donc ici, quand tu vas explorer un petit peu les traumas, et donc je suppose les gens ils viennent te voir, c'est parce qu'ils veulent se libérer de certaines choses. Oui. Comment ça se passe pour les libérations? Est-ce que tu fais ça par un nettoyage énergétique? Est-ce que comment on dit, remets de l'information dans les cellules ou comment ça se passe en fait? Ça dépend ce qu'il y a à faire. Des fois, juste par exemple, imaginons que le trauma trouve sa base ailleurs. Ce matin, par exemple, la personne, clairement, elle avait énormément de mal à stabiliser sa vie amoureuse. Et en fait, on s'est aperçu que, en explorant une autre vie, que c'est parce que dans cette autre vie, en fait, c'était un homme. Donc déjà, ma consultante était une femme. Dans une autre vie, c'était un homme. Et ça lui faisait bizarre parce qu'elle sentait ses gros muscles, Ah oui, etc. Donc ça lui a vraiment fait bizarre de ressentir la carrure de cet homme. Et en fait, dans cette autre vie, elle a perdu la femme qu'il aimait, du coup. Et ça a été une blessure terrible parce qu'elle a associé, du coup, l'amour à possiblement la perte, en fait. Et c'est ce qui fait que dans cette vie, elle n'arrivait pas à stabiliser sa vie amoureuse. Bon, bah ça, en fait, déjà, pour moitié, généralement, dès qu'il y a exploration, j'ai presque envie de dire, la moitié du chemin est fait. C'est déjà, dès l'instant il y a révélation, parce qu'en fait, il y a tout le bagage émotionnel, ce qu'on appelle une abréaction, qui se libère et du coup qui vient décristalliser l'âme, j'ai presque envie de dire, à travers le corps en fait. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, bah, on va aller avec la conscience supérieure, questionner justement, voir s'il y a des compléments d'informations à savoir pour qu'elle se sente mieux, des conseils également pour ses relations actuelles. Et effectivement, si c'est nécessaire, il est tout à fait possible de demander à la conscience supérieure ou au plan céleste, hein, ce que j'appelle des fois les médecins du ciel, des soins énergétiques que la personne va recevoir en direct. Et c'est ce qui s'est passé là, en l'occurrence, elle avait aussi besoin, elle avait des croyances liées à ça, enquistées au sein de son âme. Et il y avait vraiment besoin d'une sorte de soin énergétique alors certaines personnes les ressentent, certaines personnes les voient, donc des fois c'est des lumières, des fois c'est des couleurs, des fois ils ressentent de la chaleur, des pétillements dans le corps. Il y a tout plein de choses qui peuvent se passer en fonction j'ai envie de dire, du VACOG de la personne, c'est-à-dire de sa sensibilité sensorielle. Et c'est vrai que bah là, en l'occurrence, elle avait besoin de mettre ça en lumière, cette histoire-là, mais également d'un soin énergétique qui a été demandé à la conscience supérieure. Donc, il va y avoir tout plein de choses qui vont se faire. Des fois, c'est juste d'aller explorer, que ça soit une autre vie ou par exemple du transgénérationnel. Ça m'arrive qu'on va aller voir, j'en sais rien, la mère de ma consultante à 4 ans, par exemple, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, ou alors c'est dans la lignée familiale. Il y a des fois, ça reste de l'enfant intérieur, c'est l'enfant quelle était la personne qu'on a besoin de reconnaître, quand c'est pas l'archétype, parce que des fois, c'est l'enfant intérieur archétypal qui reconnecte. Euh, des fois, ça va être des explorations de vie, des fois, ça va être des soins énergétiques. C'est ça qui est fou avec cette approche. Et c'est vrai que ça fait 6 ans que je fais de l'hypnose spirituelle d'une manière générale.
Je suis toujours, moi qui me suis toujours lassée de mes boulots au bout de 2, 3 mois, je m'en lasse pas parce que comme j'ai dit, c'est jamais les mêmes personnes, jamais les mêmes histoires, mais de toute façon, on peut faire tellement de choses, c'est tellement complet cette approche que je ne me lasse pas de tout ce qui est possible d'accueillir, mais également de demander parce que nous, on est des facilitateurs, on ne fait pas, hein, on demande à ce que les choses soient faites par cette grande intelligence qu'est la vie. Et puis, c'est fou, c'est des résultats absolument incroyables. Ouais, c'est dingue, hein. Donc, à chaque fois, vous êtes guidé de toute façon. C'est pas vous qui parlez comme tu l'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment vous canalisez en somme. Je sais pas Alors, si on peut dire ça comme ça ou nous, pas. on canalise pas. Je vais revenir sur ça, mais quand la personne est en transe, c'est elle qui canalise. Elle canalise sa propre hypnose, en fait. Donc, c'est elle qui devient finalement médium pour canaliser ses propres informations et également ses propres soins. Ça, c'est quand on fait une hypnose transpersonnelle classique, d'accord. Il est vrai que étant nous-mêmes en transe de plus en plus et avec toutes les énergies, c'est vrai qu'on est constamment tous les jours, enfin moi je fais ça tous les jours, donc tous les jours je suis montée en vibration haute et en transe. De fait, ça ouvre nos canaux médiumniques aussi à nous. Et c'est vrai que je le sens, par exemple, ce matin, elle me disait non, c'est bon. Et elle n'arrivait pas à respirer. Et je sentais qu'il y avait quelque chose. Et du coup, je lui dis, OK, là, il n'y a plus rien. Et là, elle me dit, si, il y a un truc ici, ici. Et en fait, elle avait une sorte d'épée qui venait du Moyen-Âge ou je ne sais quoi, qui l'empêchait de respirer. Donc, je sens bien qu'avec les années et avec la pratique, ça a ouvert ma médiumnité aussi. Et je sens que je suis invitée à creuser ou à poser telle question. Ou des fois, j'ai des images qui viennent compléter un petit peu ce que me dit la personne. Donc ça, c'est vrai que ça a beaucoup développé ma médiumnité. Euh, mais d'une façon générale, je suis une facilitatrice. C'est-à-dire que mon art, c'est l'art du questionnement. Je pose les bonnes questions pour aller au bon endroit. Et c'est la personne qui fait. Ça, c'est mon art, le questionnement. Et puis ensuite, de bien accueillir, comme je l'ai dit, les êtres et leurs traumas. Ça, c'est important. Donc, accueillir un être et leurs traumas, c'est accueillir un être et ses ressentis, en fait. Euh, Maintenant, des fois, quand la personne estime qu'elle a trop de mental et qu'elle n'y arrivera pas à lâcher prise en hypnose, il lui arrive de demander une séance d'hypnose transpersonnelle avec un surrogate. Et ça, un surrogate, c'est quoi? C'est une personne qui est, un, très sensible à l'hypnose et deux, qui est médium, justement. Et c'est elle que je mets en transe à la place de mon consultant qui écoute en conscience sa séance pendant ce temps-là. Et mon surrogate devient un peu le consultant, le substitut du consultant. Et c'est comme si c'était mon consultant, sauf qu'en réalité, c'est un médium. Je le mets en transe et la séance d'hypnose transpersonnelle se passe exactement comme si c'était mon consultant. Et ce qui est fou, c'est que les surrogates n'assistent jamais à l'entretien. Et quand je les mets en transe et qu'on commence à explorer, c'est toujours exactement au niveau du blocage principal de la personne. Ils sont bluffés en fait parce que ça tombe toujours juste, alors que les consultants ont bien vu que le surrogate n'était pas là pendant l'entretien. C'est dingue, hein. Et mais justement, par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, au nettoyage énergétique s'il y a besoin ou pour libérer le trauma, si c'est un surrogate qui est entrant dans la place de la personne, ça change rien. La personne a les effets aussi. C'est ça qui est complètement. J'ai une femme, 20 ans, elle avait un glaucome à l'œil, 20 ans qu'elle avait ça. Elle a pris une session avec Surrogate. 15 jours après, elle m'a dit je n'ai plus de glaucome. Et le soin avait été demandé, c'est-à-dire que là, le Surrogate, j'avais demandé un soin à travers le Surrogate. Le Surrogate s'est connecté et il a dit c'est bon, c'est fait. Et effectivement, c'était fait. Je sais que ça semble souvent incroyable où les gens sont assez sceptiques en se disant oui, mais comment c'est possible? Mais si on s'intéresse véritablement, et la physique quantique en ce moment s'intéresse beaucoup à ça, en fait, le tout contient le tout. C'est-à-dire que finalement, l'information se trouve partout, déjà, en tout et partout autour de nous, donc en nous et à l'extérieur de nous. Mais en plus, j'ai presque envie de dire, aujourd'hui, on sait qu'un proton contient toutes les informations de l'univers. Un seul proton. Et bien, c'est ça partout et pour tout, en fait. Donc, en réalité, si alors après, encore faut-il croire en ça,
Alors déjà, ça remonte à 13-14 ans et en même temps, déjà enfant, j'avais quand même des questions existentielles parce que voilà, j'avais une famille un petit peu compliquée et du coup, je me demandais, enfin, j'avais demandé à maman en disant, mais c'est pas possible, autant de souffrance, il doit y avoir, quel est le sens de la vie? Je lui ai dit, quel est l'objectif de la vie? Parce que je me suis dit, il y en a forcément un, pour que ça soit la galère pareil, il doit y avoir un sens. Et je sais pas, je devais avoir 8-10 ans comme ça. Et c'est vrai que quand elle m'a dit aucun, ça m'avait tellement choquée que j'ai pleuré, mais toutes les larmes de mon corps, quoi. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible, autant de galères pour pas d'objectif, mais c'est quoi ce bazar, quoi. Donc voilà, donc j'avais quand même un peu des questions un peu existentielles sur ça. Et puis c'est revenu vers, ouais, après, j'ai envie de dire 25 ans, je sentais qu'il y avait quelque chose, il fallait que je donne du sens encore une fois à ma vie. Je sentais le mot sens, en fait, vraiment très fort. Et puis après, voilà, moi j'ai eu une grosse épreuve dans ma vie, c'est que j'ai perdu un petit garçon de 7 ans. Qui est décédé d'une tumeur cérébrale. Et c'est vrai que ça, en tant que maman en deuil, bah, ça a été une claque monumentale parce que à l'époque, je m'intéressais plus trop à toutes ces questions. Et là, d'un seul coup, bah, ça m'est revenu en pleine face, quoi. Je me suis vraiment dit, non, mais c'est là, est-ce que la vie après la mort existe? Parce que est-ce que je vais revoir mon fils? Est-ce que on peut rester connecté? Est-ce que voilà, donc toutes ces questions-là m'ont submergée d'un coup, forcément. C'était bien naturel. Et 6 mois après le décès de mon fils, j'ai fait ce que les gens apparenteraient à une expérience de mort imminente, mais sans accident. C'est ça qui est un peu bizarre, c'est qu'en fait, moi, je me suis juste endormie et je me suis retrouvée dans le tunnel. En fait, c'est aussi simple que ça. J'ai fait une sieste et je me suis retrouvée dans ce tunnel, mais toujours avec la conscience, donc pas de mort, puisque j'avais conscience de mon corps, il vibrait, en fait. Donc, j'étais soit dans mon corps et c'était tout noir et il vibrait, soit j'étais dans ce tunnel, en fait. Je pouvais dissocier mon niveau de conscience. Quand je suis sortie de ce tunnel, en fait, où j'étais en observation neutre, j'observais la lumière au blanche au bout, j'observais que c'était des arcs électriques qui composaient le tunnel. J'étais vraiment en mode observation, mais pas humaine. C'était comme une conscience, une pure conscience qui observait les choses. Donc, j'avais ni peur ni volonté d'avancer, de reculer, de poser des questions. J'étais juste une pure conscience qui observait. Et quand je suis revenue, par contre, ça a tout changé en fait. Cette expérience-là, d'un seul coup, j'ai eu la foi. Voilà, j'ai su que la vie après la mort existait. Et c'était évident pour moi que mon fils, j'allais le revoir, d'une façon ou d'une autre. C'était une évidence. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était comme ça. Et s'en est suivi au moins 5-6 ans du coup de quête spirituelle. Je l'appellerai comme ça aujourd'hui, mais je me posais beaucoup de questions. Je m'intéressais beaucoup à la religion, du coup à toute forme de religion, sans finalement vraiment mettre quelque chose de satisfaisant dessus. Et puis, tout doucement, je me suis orientée vers la spiritualité. Et il y a maintenant 6-7 ans, je crois, je suis tombée sur un livre de Dolores Cannon, parce que pareil, la croyance extraterrestre, je l'avais toujours eue depuis enfant, j'étais intimement persuadée que ça existait. Je suis tombée sur un livre de Dolores Cannon, Les 3 vagues de volontaires et la nouvelle Terre, et qui est justement une hypnothérapeute spirituelle. Et quand j'ai fini ce livre, je me suis dit, mais ce métier, c'est le mien en fait. Et je me suis tout de suite formée, tout de suite lancée, et ça a tout de suite fonctionné. Et puis après, bah, comme je te l'ai dit, voilà, je sentais qu'il manquait des choses à cette approche, que je pouvais aller plus loin, qu'il manquait déjà tout l'aspect psychologie que j'apporte dans mes formations, écoute thérapeutique, cœur à cœur, et l'hypnose transpersonnelle est née, quoi. Génial. Quel parcours, dis donc. Waouh. Ça pourra en inspirer plus d'un et d'une, à mon avis, qui nous suivent. Donc, comme quoi, il y a toujours espoir, quoi. Oui, C'est bien. ça semble, on ne peut pas définir comment les événements traumatiques tels que ceux-là dans une vie, en fait, ça peut être aussi bien destructeur que constructif, en fait. Il y a des gens qui ne se relèveront jamais de ce genre d'épreuve et en fait, il n'y a pas à les blâmer. Je veux dire, le gouffre, je l'ai vu, en fait. Je l'ai vu et j'ai su à un moment que j'avais la possibilité de plonger dedans, en fait. Je l'ai vraiment vu. Euh, donc, il n'y a vraiment pas à blâmer parce que c'est quelque chose qui est tellement, c'est une douleur qui est tellement atroce qu'il n'y a pas à blâmer ça, en fait, qui pourrait d'ailleurs. Et en même temps, je sais qu'à un moment, quand je me suis sentie mieux, j'ai senti que, il fallait que je le rende, que ce que j'avais compris, que ce que j'avais appris, je pouvais le rendre à d'autres qui en avaient besoin. Ça a été très important. Mais deux, surtout, et ça, il m'a fallu encore des années, j'ai compris que c'était un cadeau, en fait. Aujourd'hui, aussi bizarre que ça puisse paraître, la perte de mon fils, c'est un cadeau qui m'a été fait. Aujourd'hui, je sais que mon fils fait partie de ma team céleste, en fait, que je suis, on va dire, la team au sol et que lui, c'est la team au ciel, qu'on travaille quotidiennement, tout le temps ensemble. Et je sais que c'était... un jour, je l'ai canalisé et il m'a dit, mais on se l'est rendu 1000 fois.
ce qui s'est passé là, on se l'est rendu 1000 fois. Comme si ça, c'était un cadeau qu'on se faisait pour se réveiller, en fait, pour enlever le voile de l'oubli et pouvoir commencer à se remonter les manches et éveiller les consciences, en fait. C'est génial. Bien, merci. Merci pour ce partage et pour tes confidences. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te trouver? Oui, alors moi j'habite Bordeaux pour le moment, parce que je viens d'acheter un terrain en Dordogne, bon, c'est à 1 heure de Bordeaux, hein, c'est pas très loin, mais j'habite en France du coup à Bordeaux. Et puis sinon, je fais des consultations en ligne aussi, hein. D'ailleurs, 70% de mes consultations sont en ligne. Et puis je fais du coup des formations. Et je sais pas, du coup, je peux me permettre de donner les dates de Bien sûr. formation 2024 du coup. Alors, il y en a tous les ans, j'essaye toujours de changer chaque année d'endroit. Donc, 2024, on aura Lille pour commencer, qui n'est pas si loin du coup. Pas tout près de chez nous Hein, aussi, oui. exactement. Donc, Lille en février, Paris en avril, une visioconférence. Je fais aussi une ligne en visioconférence en juillet. Il y aura Bordeaux également en octobre. Et puis sinon, il y a la formation 100% en e-learning qui existe tout le temps et on a accès dès l'instant qu'on s'inscrit et qui de toute façon n'est pas isolée. Souvent, les gens craignent que ça soit pas la même chose, mais c'est la même chose que c'est la formation de Paris qui a été filmée. Donc, c'est comme si on y était. Et puis surtout, il y a des masterclass tous les mois où je suis présente pour répondre à toutes les questions, un groupe Facebook de praticiens qui eux aussi apprennent pour échanger des pratiques, échanger des questions, etc. Voilà à peu près ce que je Ok, fais. donc il y a moyen de devenir praticien même à distance alors. Absolument, tout à fait. Ok. Et ça dure combien de temps ta formation? C'est étalé ou c'est un bloc? Comment ça se passe? Je préfère faire un bloc parce que il y a vraiment. Alors, je pense qu'à terme, c'est vrai que j'ai acheté un terrain d'Ordogne parce que j'aimerais bien pouvoir faire un centre de formation sur place aussi, et peut-être que dans ce cas-là, je rallongerai avec même encore plus de pratique sur. Au lieu de 15 jours, faire 3 semaines. Là, la formation, elle est sur 10 jours, donc souvent du lundi au vendredi, 2 fois sur les 2 semaines rapprochées. Peut-être qu'un jour, il y aura 3 semaines, mais là, pour l'instant, c'est 10 jours de formation. Et pour la formation e-learning, ces 10 jours-là qui ont été filmés, ils ont 3 mois pour les suivre. Voilà. Ok. Ouais. Donc pour les personnes qui ne savent pas prendre 10 jours de congé, par exemple, d'affilée, ils pourraient prendre. Exactement. Tout à fait. Ok. Mais 10 jours suivis. Et même si c'est en e-learning, tu dois les faire en suivant alors. Et c'est ça. Alors en fait, en e-learning, ils sont pas obligés de faire 10 jours consécutifs parce que comme ils ont 3 mois, ils peuvent vraiment Ah, ils peuvent étaler les étaler. 10 jours de formation sur 3 mois. Parce que c'est vrai que généralement, si on prend e-learning, c'est que soit les dates conviennent pas, soit c'est des questions de budget parce que le déplacement plus l'hôtel plus si, je comprends que ça puisse faire une petite somme. Et de fait, il y a des personnes aussi. C'est vrai que quand on travaille, qu'on a des enfants, etc., c'est plus pratique finalement de se dire bon bah les 10 jours, je les mets en 3 mois. Par contre, j'aime mettre un temps limité parce que sinon, c'est trop facile le nombre de personnes qui achètent des formations et qui les suivent jamais. Et ça, c'est quelque chose pour moi important si on prend cette formation, il faut que ça fasse sens. Pas forcément qu'on devienne praticien, parce qu'au final, j'ai regardé, il y a quasiment 40% au moins des personnes qui font ça pour eux, en fait. Cette formation, elle est tellement riche, même à un niveau humain, à un niveau de développement personnel, qu'il y a des personnes qui me disent, moi, je voulais pas forcément être praticien, je voulais juste les enseignements parce que je sens qu'il y a quelque chose qui m'appelle ou je voulais faire ça juste et sur mes amis, mon couple, etc. Mais c'est vrai qu'elle est riche parce qu'elle apprend aussi j'ai envie de dire, à composer avec l'humain, quel qu'il soit. C'est ça. Oui, tu changes complètement ta vision, Ton mindset, ouais. ton mindset. Ouais. Ok. Est-ce que donc on peut pratiquer donc en individuel, mais est-ce que ce type d'approche se pratique aussi en groupe? Oui, alors, oui, bien sûr, on peut faire, moi, par exemple, souvent, et surtout au début, quand je voulais faire connaître cette approche, j'avais fait des ateliers collectifs, en fait, hein, pour faire découvrir cette approche. Ça fonctionne très bien, cependant, avec deux réserves. La première, c'est que ça fonctionne mieux en collectif sur des personnes qui sont visuelles. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme ils sont en collectif, on ne peut pas adapter notre questionnement à la personnalité du consultant. C'est-à-dire qu'il y a des gens, comme je l'ai dit, ils vont voir les choses. Il y a des gens, ils vont ressentir les choses. Quand on est en individuel, le praticien, j'apprends aux stagiaires à bien repérer comment perçoit la personne les informations, parce que si elle n'adapte pas son langage, ça risque de bloquer la séance. Donc ça, c'est vrai qu'en collectif, on ne peut pas vraiment adapter, et c'est pour ça que souvent, seules les personnes visuelles, ça marche bien sur vraiment que les personnes qui sont visuelles. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est que, étant donné que c'est du collectif, on peut, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, j'offre 2 séances collectives, donc les personnes peuvent tester si elles le veulent avec plaisir.
La difficulté du collectif, c'est qu'on ne peut pas creuser le questionnement. Parce qu'une fois qu'on fait, on a regardé c'est quoi l'environnement, c'est quoi que je porte à mes pieds, qu'est-ce qui se passe autour de moi, bon, bah voilà, ça s'arrête là. Parce que finalement, potentiellement, on a 10, 15, 20 personnes autour de nous qui vivent des histoires différentes. Et il y a quelqu'un qui est au Moyen-Âge, l'autre, il est tout bleu avec 3 doigts et il est sur une planète à Orion. Enfin, on est un peu là, en fait. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a des univers très différents. Et c'est un peu la limite du collectif. C'est que moi, ce que j'aime bien quand je fais du collectif, c'est que je leur dis poser une intention et c'est parti, on fait un voyage et demander à ce que le voyage que vous allez faire va répondre à cette intention-là. Voilà. Mais du coup, on part avec une intention. Alors que quand on fait une séance individuelle, waouh, on va explorer la vie privée, la vie perso, les enfants, les liens avec la famille, les liens avec nos animaux, nos passions, est-ce que je me reconvertis ou pas voilà, il va y avoir tout ça, qui est cet homme, oh, c'est pas ma flamme jumelle, etc., etc. Donc, on va aller vraiment parler de tout ça, qui sera beaucoup plus difficile en collectif. Oui, bien sûr. Ça va plus en profondeur, quoi. Mais au moins, on sait que c'est faisable aussi. Mais c'est faisable. Super. Et tu disais que tu avais d'autres projets en cours. Tu peux nous en toucher un petit mot? Oui, bien sûr. Alors, bah, du coup, moi, je fais de l'hypnose transpersonnelle et de la myosthésie, hein, qui est du coup pour moi un peu les deux phares. Et en même temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, ma passion, c'est tout ce qui est justement les états élargis de conscience et la psychologie. Et récemment, assez récemment, j'ai découvert du coup la respiration holotropique, qui est une autre forme qui amène également en transe, mais par de l'hyperventilation. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça fait vraiment travailler le corps. Donc, en ce moment, voilà, ça fait plusieurs mois maintenant que je me forme à ça pour pouvoir proposer des accompagnements justement en respiration holotropique. Alors là, l'avantage pour le coup, c'est que ça marche plutôt en collectif parce que déjà, il y a l'énergie de groupe. Et aussi, pourquoi? Parce que comme le voyage est plutôt intérieur et qu'on ne pose pas de questions pendant la session, on fait plutôt une séance d'intégration après, bah, on peut le faire en collectif. Et je m'intéresse également aux thérapies psychédéliques. C'est vrai qu'il y a une grande renaissance des psychédéliques en ce moment. Bon, en France, on est un peu en retard. Vous êtes plus en avance de votre côté. En Suisse, encore plus. Et c'est vrai que je me forme aujourd'hui avec une école francophone, avec l'espoir qu'un jour, du coup, ça puisse être des accompagnements légalisés si ce n'est en France, au moins en Europe, parce que c'est vrai que personnellement, bah, tu vois, cet état d'unité que j'ai touché et dont je te parlais tout à l'heure, bah, clairement, je l'ai eu en thérapie psychédélique. Quoi. C'était vraiment, j'étais moi-même en cérémonie. Et alors, c'est pas une baguette magique, hein, c'est pas arrivé au bout d'une session. Hein, il m'a fallu des dizaines et des dizaines de cérémonies, d'aller voir mes ondes, mon travail, etc. Mais à un moment, bah, tout doucement, je sentais que je m'approchais de quelque chose qui est de l'ordre. Ah tiens, on est tous reliés. Ah tiens, on est tous la même chose. Et puis voilà, hein, jusqu'au jour où d'un seul coup, il y a eu ce que mon accompagnement à l'époque a appelé le samadhi, du coup, cet état, d'un seul coup, cette expérience d'éveil où j'ai compris qu'en fait, on n'était qu'un et que l'illusion était de se croire séparés et qu'en réalité, il y a la même énergie aussi bien en toi qu'en moi que dans cette chaise, en fait. Il n'y a absolument aucune différence et que c'était ça le grand jeu cosmique, on va dire. Waouh. Génial. Eh bien, écoute, j'ai hâte d'en savoir plus. Tu nous tiendras au courant, hein, Avec plaisir. tu peux nous rappeler ta chaîne YouTube, s'il te plaît? Oui, bah, Séverine Barbier, si on s'intéresse justement à tout ce qui est hypnose transpersonnelle. Et il y a la chaîne également Thérapie psychédélique, si je parle de mes expériences personnelles, du coup, Thérapie psychédélique, voilà, qui raconte mon expérience perso dans le sujet. Je suis un peu à la bourre, j'ai aussi moi aussi j'ai des sessions à la bourre à monter, mais voilà, qui parle de ça. Et puis d'une manière générale, on peut me trouver souvent sous Séverine Barbier sur Facebook, sur Insta. LinkedIn, voilà, je crois un peu partout. Je suis pas trop TikTok, j'ai pas développé. Voilà, je suis peut-être soit trop âgée, soit je suis moins fan du format. J'aime bien donner du contenu en fait. Donc TikTok, ouais, C'est un peu plus fun, TikTok, quoi. voilà, Ok, bah, peut-être plus tard, hein. qui sait. Super. Bah, écoute, moi j'ai encore une question pour toi. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a donné l'envie de rejoindre Be OK Community? Oui, alors Be OK. Be OK, j'ai presque envie de dire, c'est une histoire d'amour, quoi. C'est bah, la fondatrice, hein, Jenny, s'est formée. Elle savait pas du tout pourquoi elle venait. Je venais à Bruxelles. Elle est venue se former à l'hypnose transpersonnelle sans vraiment savoir la raison pour laquelle elle se formait. Et ça a été une révélation pour elle d'un seul coup. Elle a tellement appris et compris de choses qu'elle s'est dit, non, mais ce genre d'approche, en fait, alternatif, état élargi de conscience, bien-être, spiritualité,
spirituel, etc. Il faut le faire connaître au plus grand monde. Et très rapidement, du coup, elle a voulu mettre en place comment ça s'appelle, cette plateforme. Et ça m'a semblé évident, en fait. Je veux dire, il y avait un lien tellement évident avec Jenny, qui est une véritable lumière, et l'hypnose transpersonnelle que ça ne pouvait pas, je ne pouvais pas passer à côté de Be OK. Et vous aussi, ne passez pas à côté, parce que c'est vraiment une très, très belle initiative, et j'envoie beaucoup d'amour et de lumière à cette plateforme. Ah, merci, c'est gentil, merci beaucoup. Eh bien, super. Est-ce que tu as encore une petite chose que tu aimerais ajouter ou que tu aimerais dire, ou peut-être une citation qui te parle, un proverbe? Planter des arbres. Planter des arbres. Oui, non, prenez soin du vivant d'une manière générale. C'est pas seulement les arbres. C'est pas pour rien que je m'intéresse beaucoup à l'élévation des consciences et au vivant, comme je le disais. J'ai acheté un terrain parce que qui est une vraie friche actuellement, hein. J'espère évidemment faire un centre de formation, mais également faire une grande plantation d'arbres. Donc, d'ailleurs, si vous avez des arbres en trop, n'hésitez pas, envoyez-nous. On recherche des donations d'arbres. Donc, ouais, non, prendre soin du vivant, quel qu'il soit, en fait. Parce que ce que j'ai dit, c'est que pour ce grand un que nous sommes tous, il n'y a pas de différence, en fait, entre finalement les humains, les animaux, les plantes, les objets. C'est prendre soin. Voilà, ce qui est important, je crois, c'est vraiment prendre soin. Oui, tout à fait. Et ça commence par soi. Exactement. Et si jamais vous avez besoin justement de trouver quelqu'un, un facilitateur, un praticien ou quoi pour vous aider dans le fait de prendre soin de vous et de vous épanouir, bah, puis OK, elle est là pour ça. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Super. Eh bien, je mets de toute façon dans la barre d'infos le lien de la fiche praticien de Séverine. Donc n'hésitez pas si vous avez envie, bah, soit de prendre une séance ou de vous former. Donc, si jamais vous avez oublié, revenez un petit peu en arrière. Il y a toutes les dates de 2024. Et puis, de toute façon, vous retrouverez sur les réseaux sociaux dans le pire des cas. Donc, merci de nous avoir suivis. Merci Séverine pour ce beau partage et pour toute la lumière là, que tu viens de partager. Et ben, je vous dis à bientôt pour des prochaines découvertes.